La seringue était déjà dans sa main quand j'ai franchi la porte en courant. Il l'avait déjà engagée dans ce couloir. Celui du fond. Celui où la lumière fluorescente clignote comme un vieux néon fatigué. Celui qui sent le désinfectant trop fort, l'alcool médical, et cette odeur métallique que je reconnaissais trop bien après des années en clinique vétérinaire. Celui d'où les chiens ne reviennent jamais. Mes chaussures ont glissé sur le carrelage. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il cognait contre mes côtes. Legend. J'ai crié son nom sans réfléchir. Instinct pur. Une prière plus qu'un appel. Le pitbull de 65 livres s'est figé net. Complètement. Comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. La technicienne s'est retournée, visiblement agacée. Mais lui a lentement tourné la tête vers moi. Ses épaules massives ont pivoté, son corps entier a suivi, et ses yeux ambrés ont accroché les miens. 3 secondes. Peut-être moins. Mais dans ma mémoire, c'était une éternité. Il n'y avait pas de peur dans ce regard. Pas de panique. Pas de rage. Seulement, de la prudence. Une intelligence méfiante. Une vigilance presque douloureuse. Le genre de regard qu'on voit chez ceux qui ont appris trop tôt que le monde peut frapper sans prévenir. Et à cet instant précis, j'ai su une chose avec une certitude irrationnelle. Ce chien n'était pas agressif. Quelque chose d'autre clochait. 3 familles l'avaient ramené. 3. Comme un objet défectueux qu'on retourne au magasin. Sur sa fiche, écrite au marqueur rouge. Aggressive. Le mot était si grand qu'il effaçait tout le reste. Comme si toute son existence se résumait à ça. Pas son âge. Pas son passé. Pas sa douleur éventuelle. Juste une étiquette. Aggressive. Donc inutile. Donc dangereux. Donc remplaçable. Donc euthanasie. Quand la technicienne m'a tendu la laisse, mes doigts tremblaient. J'avais signé les papiers à la va-vite, sans lire les clauses, sans réfléchir aux responsabilités. Je voulais seulement l'éloigner de cette pièce. Legend n'a pas tiré. N'a pas grogné. N'a pas résisté. Il est resté immobile. Trop immobile. Pas comme un chien soumis. Pas comme un chien brisé. Plutôt comme un animal qui attend l'impact. Comme s'il s'était habitué à ce que les mains humaines signifient douleur. Ce détail m'a serré la gorge. Je coordonne des familles d'accueil pour un réseau de sauvetage au nord du Texas. Des cas compliqués, j'en ai vu des dizaines. Des morsures, des traumatismes, des chiens vraiment dangereux. Les jeunes ne ressemblaient à aucun d'eux. Les chiens agressifs montrent les dents. Ils testent. Ils défient. Lui calculait. Il observait chacun de mes gestes comme s'il résolvait une équation invisible. Quand j'ai fait un pas vers la sortie, la laisse totalement détendue, il m'a simplement suivi. Sans pression. Sans hésitation. Juste, comme s'il avait choisi. Dehors, la lumière du soleil l'a fait plisser des yeux. Il s'est arrêté près de ma voiture, patient, silencieux, comme s'il attendait des instructions qu'on ne lui avait jamais données. Pas un aboiement. Pas un reniflement. Pas même un marquage. Juste cette présence calme. Cette tenue étrange. Ça m'a donné la chair de poule. Un chien de refuge, après des jours en cage, aurait dû exploser d'énergie. Pas lui. Il montait dans la voiture comme on entre dans une pièce inconnue, lentement, avec méfiance, en testant chaque mouvement. Il s'est recroquevillé dans le coin arrière et a collé son dos contre la portière. Comme s'il voulait disparaître dans le métal. Tout le trajet, je l'ai observé dans le rétroviseur. Et lui m'observait aussi. Nos regards se croisaient à chaque feu rouge. Il ne me quittait pas des yeux. Pas par défi. Par inquiétude. Comme s'il essayait de mémoriser mon visage. Comme s'il se demandait. Est-ce qu'elle aussi va m'abandonner? Mon téléphone a vibré. Michael. Dis-moi que tu n'as pas encore ramené un autre chien. J'ai fixé l'écran quelques secondes. Puis j'ai tapé. J'expliquerai à la maison. Mais comment expliquer ce genre de décision? Comment expliquer ce pressentiment stupide, irrationnel, presque dangereux, que tout le monde se trompait? Que ce chien n'était pas un problème comportemental. Que c'était autre chose. Quelque chose de plus profond. De plus silencieux. Quelque chose que personne n'avait pris le temps de chercher. En tournant dans notre allée, mes mains se sont crispées sur le volant. Je sentais déjà la fatigue. Les disputes à venir. Les factures. La peur. Et pourtant, quand j'ai ouvert la portière arrière et que les jeunes est descendu doucement, venant se placer juste derrière moi comme une ombre discrète, j'ai senti une promesse se former dans ma poitrine. Une promesse que je n'avais même pas formulée à voix haute. Je troverai. Je trouverai ce que les autres ont manqué. Je comprendrai ce qui ne va pas. Je ne te laisserai pas disparaître comme un dossier de plus.
Mais au fond de moi, une petite voix murmurait autre chose. Une vérité que je refusais encore d'entendre. Peut-être que je n'étais pas en train de le sauver. Peut-être que je venais simplement d'inviter un mystère dans ma maison. Et peut-être que ce mystère allait tout bouleverser. Michael était déjà sur le pas de la porte quand je me suis garé. Bras croisés. Silencieux. Ce silence-là, je le connaissais. Celui qui dit on parlera plus tard, mais qui pèse déjà comme une dispute. Legend est descendu doucement de la voiture. Pas de curiosité. Pas d'élan. Pas ce moment où les chiens reniflent tout frénétiquement après avoir quitté un refuge. Rien. Il s'est contenté de me suivre. À exactement 2 pas derrière moi. Comme une ombre. Comme si s'éloigner d'un maître était dangereux. Violet, a soufflé Michael. Je n'ai pas répondu tout de suite. Parce que je n'avais pas d'explication logique. Parce que tout ce que j'avais, c'était une intuition. Et une intuition ne paie pas les factures. Legend est entré dans la maison avec cette lenteur étrange, chaque pas posé avec précaution, comme si le sol pouvait se briser sous lui. Il ne regardait ni Dolly, notre vieil labrador couché sur son coussin, ni les meubles, ni les odeurs nouvelles. Il cherchait seulement un coin. Un endroit invisible. Il l'a trouvé derrière le canapé, là où l'ombre avalait presque la lumière du salon. Il s'y est glissé, dos contre le mur. Q Rowntree. Et il s'est arrêté. Complètement. Comme s'il s'était éteint. Il ne bouge pas, a murmuré Michael. Il a juste besoin de temps. Mais même moi, je n'étais pas convaincu. J'ai posé une gamelle d'eau. Aucune réaction. Une gamelle de croquettes. Rien. Pas même un regard. Je me suis assise à distance, sur le sol froid, les jambes croisées. Ça va, mon grand. Tu es en sécurité ici. Silence. Il fixait le mur. Pas moi. Jamais moi. Comme si me regarder directement pouvait déclencher quelque chose de mauvais. La première nuit a été longue. Trop longue. Je me suis réveillé 3 fois pour vérifier qu'il respirait encore. Chaque fois, même position. Exactement la même. Comme une statue qu'on aurait posée là. Le matin, j'ai compris quelque chose d'inquiétant. La gamelle d'eau était pleine. La nourriture intacte. Et le jardin, sec. Il n'est pas sorti de la nuit, ai-je murmuré. Alors force-le, a répondu Michael. Force-le. Le mot m'a déplu. Mais j'ai essayé. J'ai accroché la laisse. Viens dolcement. Legend s'est levé, puis s'est figé. Ses pattes se sont verrouillées. Pas de résistance. Pas de recul. Juste, impossible à bouger. Comme si son corps pesait 200 kilos. J'ai soupiré. Puis je l'ai porté. 65 livres de muscles morts dans mes bras. Il ne s'est pas débattu. Ne m'a pas regardé. Il s'est laissé faire comme un objet. Dehors, je l'ai posé sur l'herbe. Il a uriné immédiatement. Sans bouger. Sans explorer. Puis il m'a regardé. Pas pour jouer. Pas pour rester. Juste pour que je le ramène. Ce n'était pas normal. Même les chiens traumatisés montrent de la curiosité au bout de quelques heures. Pas lui. Lui, il semblait économiser chaque mouvement. Comme si bouger coûtait trop cher. Le 3e jour, j'ai essayé autre chose. Je me suis assise dos à lui. Sans le regarder. Main tendue derrière moi avec des morceaux de poulet. 20 minutes. Rien. Puis j'ai senti un souffle chaud contre mes doigts. Une langue. Delicate. Presque timide. Il a pris la nourriture comme si j'allais la lui retirer. Un morceau à la fois. Sans bruit. Sans contact visuel. J'ai retenu mon souffle. Comme si le moindre mouvement pouvait briser ce moment. Tu vois? Ai-je murmuré à Michael. Il essaye. Ou il survit. La phrase m'a frappé plus fort que je ne voulais l'admettre. Les jours suivants ont suivi le même rythme. Porteur. Poser. Attendre. Romaner. Legend ne marchait presque jamais. Il ne jouait pas. N'aboyait pas. Ne demandait rien. Il existait seulement. Comme s'il avait décidé que moins il prenait de place, moins le monde le blesserait. La nuit, je l'entendais parfois respirer plus fort. Un petit gémissement étouffé. Presque imperceptible. Comme s'il rêvait de quelque chose qu'il préférait oublier. Le 6e jour, j'ai enfin ouvert son dossier complet. Vraiment lu chaque ligne. Famille 1, grogne quand le mari l'approche. Famille 2, claque des dents quand l'enfant touche son jouet. Famille 3, se retourne brusquement quand on le déplace du canapé. Chaque incident avait le même point commun. Toujours quand quelqu'un le touchait. Jamais autrement. Pas avec les autres chiens. Pas avec la nourriture. Pas avec les inconnus. Seulement les mains.
Toujours les mains. Mon estomac s'est noué. Quelque chose ne collait pas. Mais quoi? Le soir, assis sur le sol face à son coin sombre, je l'ai observé longtemps. Trop longtemps. Et plus je le regardais, plus un détail me dérangeait. Il ne s'allongeait que sur le côté droit. Toujours. Jamais l'autre. Même quand ça semblait inconfortable. Même quand il devait se contorsionner pour éviter de basculer. J'ai plissé les yeux. Pourquoi? Pourquoi toujours le même côté? Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas du hasard. C'était une habitude. Non. Une protection. Et pour la première fois depuis son arrivée, une pensée froide a traversé mon esprit. Peut-être que tout le monde s'était trompé. Peut-être que ce chien ne se protégeait pas des gens. Peut-être qu'il se protégeait de la douleur. Et si je me trompais depuis le début? Et si ce n'était pas comportemental? Et si c'était physique? Je me suis tourné vers lui. Qu'est-ce que tu caches, hein? Qu'est-ce qui te fait si peur de bouger? Legend a levé les yeux vers moi. Longmont. Et j'ai juré y voir quelque chose. Pas de la méfiance. Pas de l'agressivité. Mais de la fatigue. Une fatigue ancienne. Profound. Comme celle d'un être qui a trop longtemps serré les dents en silence. À cet instant précis, j'ai compris une chose. Si je ne trouvais pas la vraie raison, personne ne la trouverait jamais. Au 8e jour, quelque chose a changé. Pas quelque chose de spectaculaire. Pas un miracle. Juste un détail. Un mouvement si petit que n'importe qui d'autre l'aurait raté. J'étais assise par terre, comme tous les matins, le dos tourné vers lui, des morceaux de poulet dans la main. La position commençait à me faire mal aux épaules, mais je n'osais plus bouger. Avec les jeunes, chaque geste devait être lent, mesuré, presque invisible. Le silence de la maison était lourd. On entendait seulement l'horloge de la cuisine. Tick. Tack. Tick. Puis je l'ai senti. Un léger souffle d'air contre ma jambe. Je me suis figé. Mon cœur s'est emballé. J'ai baissé les yeux, très lentement. Saw Q. Elle avait bougé. Une seule fois. Un minuscule battement contre le sol. À peine 1 centimètre. Mais c'était volontaire. Michael, ai-je murmuré. Il est venu sans bruit. Nous sommes restés là, 2 adultes accroupis par terre, à fixer la queue d'un chien comme si c'était un feu d'artifice. Quand elle a bougé encore, j'ai senti mes yeux piquer. Tu vois? Ai-je chuchoté. Il est encore là. Le vrai, lui, est encore là. Michael n'a pas répondu tout de suite. Il regardait les jeunes comme on regarde un animal blessé au bord d'une route, avec espoir et prudence. Où il s'accroche juste pour survivre. 6. Je détestais quand il disait ça. Parce qu'une partie de moi savait qu'il n'avait peut-être pas tort. Les jours suivants, j'ai construit une routine autour de lui. Comme si la stabilité pouvait réparer quelque chose de cassé. Même heure pour les repas. Même voix douce. Même musique. J'ai retrouvé le nom de son ancien propriétaire sur une vieille étiquette accrochée à un collier usé que j'avais découvert sous la couverture. Frank Holloway. J'ai cherché sur Internet. Un avis de décès. 9 mois plus tôt. 73 ans. Aimait la pêche, la country, et son chien Legend, son fidèle compagnon. Cette phrase m'a frappé en plein cœur. Fiddly companion. Alors j'ai eu ma théorie. Simple. Logique. Presque rassurante. Il ne souffrait pas. Il ne détestait pas les humains. Il était en deuil. On l'avait arraché à la seule personne qu'il aimait. Puis baladé de maison en maison. Rejeté encore. Et encore. Bien sûr qu'il s'était refermé. Bien sûr qu'il ne faisait plus confiance à personne. Moi-même, après avoir perdu Benny, mon Golden Retriever en fin de vie, j'avais évité le refuge pendant des semaines. Je ne pouvais pas regarder son box vide sans avoir l'impression qu'on m'arrachait la poitrine. Alors un chien qui perd son humain, ça devait être pire. Cette idée me rassurait. Parce que le deuil, ça se soigne avec du temps. Avec de l'amour. Avec de la patience. Des choses que je pouvais offrir. Alors j'ai essayé de recréer Frank. J'ai trouvé sa playlist sur Spotify via le profil Facebook de sa fille. Willie Nelson. George Jones. VA Country Melancholique. Je la passais doucement dans le salon. Au début, aucune réaction. Puis, au bout de quelques jours, ses oreilles se redressaient parfois. Pas longtemps, mais assez pour que je m'accroche à cet espoir. Tu vois, disais-je à Michael. Il reconnaît la musique. Ou alors c'est juste du bruit. Je savais qu'il essayait de me protéger. Mais moi, j'avais besoin d'y croire. Jour 14. Je me suis assise près de lui. Pas trop près. Juste assez pour qu'il m'entende respirer.
Tu sais, Franck devait t'aimer très fort, hein. Il n'a pas bougé. Mais moi aussi je peux t'aimer. Tu n'es plus obligé d'avoir peur. Ma voix tremblait plus que je ne voulais l'admettre. Parler à un chien comme à un enfant. Comme à quelqu'un qui comprendrait chaque mot. Peut-être que c'était ridicule. Mais j'avais besoin qu'il sache. Qu'il ne disparaîtrait plus. Jour 19. Il a pris la nourriture directement dans ma main. En me regardant. Dans les yeux. Premier vrai contact. Pas une coïncidence. Pas un accident. Il m'a regardé. Longtemps. Ses yeux ambrés plongés dans les miens. Et quelque chose s'est relâché dans ma poitrine. Il revient. Ai-je soufflé? Michael a souri pour la première fois depuis des jours. Peut-être que tu avais raison. Peut-être. Mais le soulagement n'a pas duré. Parce que plus les jours passaient, plus de petits détails me dérangeaient. Des choses minuscules. Presque invisibles. Le fait qu'il ne se couche jamais sur le côté gauche. Jamais. Le fait qu'il tressaille légèrement quand je bouge trop vite près de ses hanches. Le fait que sa patte arrière tremble parfois quand il essaie de se lever. Pas comme un vieux chien. Comme si quelque chose coinçait. Comme si chaque mouvement coûtait trop cher. J'ai commencé à le regarder différemment. Plus attentivement. Et plus je regardais, plus mon intuition revenait. Cette même intuition que j'avais eue au refuge. Cette petite voix agaçante qui murmurait. Quelque chose ne colle pas. Un soir, Michael est rentré du travail et s'est arrêté net dans le salon. Legend était toujours dans son coin. Toujours immobile. Toujours fragile. Ça fait 3 semaines, 6. Je n'ai rien dit. 3 semaines, et il ne marche toujours presque pas. Il progresse. Il survit. Le mot m'a transpercé. On a des enfants dans le quartier. Dolly est vieille. On ne peut pas garder un chien imprévisible indéfiniment. Il n'est pas dangereux. Tu n'en sais rien. Le silence est tombé entre nous. Lord. Doularo. 1 semaine, a-t-il dit doucement. Encore 1 semaine. S'il ne va pas vraiment mieux, il repart. J'ai regardé les jeunes. Toujours recroquevillés. Toujours fatigués. Et pour la première fois, j'ai douté. Et si je me trompais? Et si tout ça n'était qu'une illusion? Et si je refusais simplement d'admettre qu'il était trop brisé? Cette nuit-là, je suis resté assise à côté de lui longtemps après que la maison se soit endormie. À écouter sa respiration lente. Irregular. Parfois trop rapide. Parfois trop courte. Et plus je l'écoutais, plus une pensée glaciale grandissait. Ce n'était peut-être pas du chagrin. Ce n'était peut-être pas de la peur. Ce n'était peut-être même pas du comportement. Peut-être que quelque chose lui faisait mal. Vraiment mal. Et que personne n'avait pris la peine de regarder. Je me suis penché vers lui. Très doucement. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Legend a ouvert les yeux. Et pendant 1 seconde, j'ai cru y lire la même chose que chez les patients humains que j'avais vus après des accidents. Pas de la tristesse. Pas de la colère. Mais de la douleur. Silencieuse. Supportée trop longtemps. Et pour la première fois. J'ai eu peur d'avoir complètement mal interprété son histoire. Le 24e jour, j'ai cessé de me mentir. Pendant presque 1 mois, je m'étais accroché à l'idée la plus rassurante. Le deuil. La perte de son ancien maître. Le traumatisme des abandons successifs. C'était propre, logique, émotionnellement acceptable. Un problème du cœur se soigne avec de la patience. Avec de la douceur. Avec du temps. Mais ce matin-là, en le regardant essayer simplement de se lever pour boire, quelque chose s'est fissuré. Legend a posé ses pattes avant au sol, lentement, comme toujours. Son corps tremblait légèrement, mais il a réussi à se redresser à moitié. Puis ses pattes arrière ont tenté de pousser. J'ai vu l'effort parcourir tout son dos, chaque muscle contracté comme s'il soulevait un poids invisible. Et soudain, sa patte gauche a cédé. Pas glissé. Pas hésité. Seed. Comme si elle n'existait plus. Il est retombé lourdement sur le sol. Le bruit m'a transpercé. Il a essayé encore. Immédiatement. Comme s'il refusait d'abandonner. Même résultat. La patte a tremblé, puis s'est dérobée sous lui. Il est resté allongé, haletant, le regard perdu, frustré, presque honteux. Et c'est là que j'ai compris. Un chien en deuil ne tombe pas comme ça. Un chien traumatisé ne perd pas l'usage d'une patte. Ce n'était pas psychologique. C'était physique. Comment avais-je pu ne pas le voir plus tôt? Toutes ces semaines, j'avais interprété chaque signe comme du comportement. Comme de la peur. Comme de la tristesse. Mais si ce que je prenais pour du repli était simplement de la douleur, je me suis approché doucement et j'ai tendu la main vers sa hanche.
Je n'avais même pas encore touché son pelage qu'un grondement est sorti de sa gorge. Grave. Profound. Un vrai avertissement. Pas de l'agressivité. Une supplication. Ne me touche pas. Ça fait trop mal. Je me suis figé. Depuis la cuisine, Michael a levé la tête. C'était quoi ça? Rien. Ai-je murmuré, mais ma voix tremblait. Rien n'allait. Absolument rien. J'ai attrapé mon téléphone et appelé la première clinique d'urgence que j'ai trouvée. Je ne me souvenais même pas du nom. Je me souviens seulement d'avoir dit « Mon chien ne peut plus se lever. Quelque chose ne va vraiment pas. » 15 minutes plus tard, je roulais trop vite, les mains crispées sur le volant, les jeunes couchés sur la banquette arrière, silencieux comme toujours. Pas un gémissement. Pas une plainte. Juste cette dignité étrange qui me brisait le cœur. La salle d'attente sentait le désinfectant et le café froid. Les néons bourdonnaient. Chaque minute paraissait durer 1 heure. Michael m'a rejoint sans parler. Il a juste posé sa main sur mon épaule. Après une éternité, un vétérinaire aux cheveux gris nous a appelés. Il s'appelait le docteur Ramsay. Il avait ce regard fatigué de ceux qui ont vu trop de détresse animale pour encore s'émouvoir facilement. Ils ont emmené les jeunes pour des radios. Quand on m'a fait entrer dans la salle d'examen, les clichés étaient déjà accrochés sur l'écran lumineux. Même moi, sans être vétérinaire, j'ai vu que quelque chose clochait. La hanche gauche n'était pas à sa place. L'articulation semblait déformée, comme écrasée sur elle-même. Depuis combien de temps il boite? A demandé le docteur. Il ne boitait pas vraiment. Il ne bougeait presque pas. Il m'a regardé longuement, puis a pointé l'image du doigt. Dysplasie sévère des hanches. Stade avancé. Les 2 côtés sont touchés, mais la gauche est catastrophique. Et ici, vous voyez cette zone? Le nerf sciatique est comprimé depuis probablement des années. Ce chien vit avec une douleur chronique constante. Des années. Le mot m'a coupé le souffle. Chaque fois qu'une famille avait essayé de le déplacer, de jouer avec lui, de le caresser à l'arrière, il lui faisait mal. Et lui, il grognait. Évidemment qu'il grognait. Moi aussi j'aurais grogné. Ce n'était pas de l'agressivité, ai-je murmuré. Non, a répondu doucement le vétérinaire. C'était de la douleur. On confond souvent les deux. Surtout avec des races que les gens craignent déjà. Je me suis senti stupide. Coupable. Furieuse contre le monde entier. 3 familles. Un refuge. Un premier vétérinaire. Personne n'avait fait de radio. Personne. On peut l'opérer? Ai-je demandé. Oui. On retire la partie abîmée de la hanche. Le corps recrée une pseudo-articulation. 8 semaines de rééducation. Mais il pourra marcher sans douleur. Combien? Il a hésité. Environ $3 200. Plus les soins post-opératoires. 3200. J'avais 600 sur mon compte. Ma carte de crédit presque pleine. Michael M.A. Regardi. Je voyais déjà les calculs dans ses yeux. Les factures. Le loyer. La réalité. Mais derrière la vitre, les jeunes nous regardaient. Attendant. Toujours cette attente silencieuse. Comme s'il avait appris que sa vie dépendait toujours des décisions des autres. Je n'ai même pas réfléchi. Faites la chirurgie. Michael a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a simplement hoché la tête. On trouvera une solution, a-t-il dit. Sur le chemin du retour, le siège passager était vide. La première fois depuis 1 mois que la voiture ne sentait pas sa présence. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a donné envie de pleurer. Je n'avais pas sauvé un chien agressif. J'avais presque abandonné un chien qui souffrait. Si j'avais attendu encore 1 semaine. S'il était retourné au refuge. Il l'aurait euthanasié. Pas parce qu'il était dangereux. Parce qu'il avait mal. Cette pensée m'a hanté toute la nuit. Mais au milieu de la peur, une certitude s'est installée. Pour la première fois depuis le début, on avait enfin trouvé la vérité. Et maintenant, au moins, on pouvait se battre contre quelque chose de réel.